Bien, mesdames et messieurs, monsieur le délégué interministériel à l'égalité des chances, madame la présidente, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'être là pour cette cérémonie importante et forte, donc en symbole. Il y a ceux qui se posent la question de savoir pourquoi un athlète de haut niveau, chef d'entreprise, est présent aujourd'hui en qualité de parrain dans cette manifestation. Laissez-moi vous dire une chose, je me pose la même question que vous. En tout cas, je me suis posé la même question que vous à un moment donné, quand donc Princesse Atermat est venue me proposer cette mission symbolique. Et puis une phrase m'a frappé. Cette phrase, c'est « En versant le même sang, vous bénéficierez des mêmes droits ». Aujourd'hui, nous avons une mission, nous avons une responsabilité, nous avons presque un sacerdoce, c'est de réparer cette injustice. Et de le faire sans commisération excessive, sans victimisation, sans recherche de réparation économique, avec de la dignité, avec une forme d'élégance que je vous invite à avoir aujourd'hui, même si je comprends parfaitement que certains ont envie de laisser parler leur cœur. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer la 4e semaine du souvenir des tirailleurs africains. 1857, Louis Faidherbe, gouverneur général de l'Afrique occidentale française, en manque d'effectifs venus de la métropole sur les nouveaux territoires d'Afrique, pour faire face aux besoins générés par la phase de colonisation, créa le corps de tirailleurs sénégalais. Le décret fut signé le 21 juillet 1857 à Plombières-les-Bains par Napoléon III. Jusqu'en 2005, ces corps intègrent les esclaves rachetés à leurs maîtres locaux, puis des prisonniers de guerre et même des volontaires ayant une grande diversité d'origine. Première guerre mondiale, 14-18. Plus de 70 000 morts venus d'ailleurs. D'où venaient donc ces tirailleurs qui ont donné leur vie et ont combattu pour la France et pour la liberté? Je ne vais pas être longue, je vais juste citer les noms parce que nous sommes déjà en retard. Ils venaient d'Algérie, de Dahomey, actuel Bénin, de la Haute-Volta, actuel Burkina, du Cambodge, du Cameroun, de Lubangui-Chari, actuel Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Ghana, du Laos, de la Libye, de Madagascar, du Soudan français, actuel Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, du Vietnam et des Outre-mer. Cette année, comme chaque année, nous avons mis un soldat à l'honneur, le capitaine Charles Ntchoréré, qui fut fusillé en 1940-42 par les nazis parce qu'il défendait la ville des Rennes dans la Somme. Au nom de l'histoire, au nom de la mémoire, au nom des valeurs du sacrifice fait par nos parents, au nom des générations futures, au nom de nos engagements citoyens et au nom du devoir, nous n'avons pas le droit de laisser tomber. Au nom du respect que nous leur devons, donnons plus de sens à leur sacrifice en nous fondant sur les valeurs partagées de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. C'est le sens de cet hommage rendu aujourd'hui à ces tirailleurs. Ne les oublions plus. Merci. Voilà. Donc, après cette projection, je vais donc demander à François Durper,
qui est attendu chez LCI d'ouvrir le bal. Ce film donc, pose toutes les conditions, toutes les causes, retrace toute l'histoire des tirailleurs dits sénégalais. Et justement, puisque je souhaitais qu'on démarre par le quoi, c'est-à-dire la définition, est-ce que vous pourriez, François Durper, nous redonner une définition de ce terme tirailleur sénégalais? Merci Mathieu. Alors, je suis très content aussi que les jeunes qui doivent partir aient pu au moins assister à ce beau film. Je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il y a un enjeu déjà de connaissance autour des tirailleurs sénégalais. Cet enjeu de connaissance, on a oscillé entre d'un côté l'occultation et puis de l'autre la mythologie. L'idée par exemple que les tirailleurs étaient en première ligne, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une approche beaucoup plus précise et fine des choses, avec de plus en plus de travaux qui se penchent sur ces tirailleurs et sur leur place dans les différents conflits qui ont touché notre pays au cours du XXe siècle. C'est Louis Federbe qui a donc été à l'origine de ce terme. Oui, c'est Louis Federbe qui a été à l'origine de ce terme. Ensuite, donc, vous avez vu au cours de la Première Guerre mondiale, c'est Blaise Diagne qui a été chargé de lever ses troupes. Et Blaise Diagne, il avait une phrase intéressante. Il disait: quand une maison brûle, tous les habitants se doivent d'éteindre l'incendie. Et la France, c'est pas le pays des Blancs ou le pays des Noirs, c'est le pays de tous. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où les tirailleurs sénégalais vont s'enrôler dans cette guerre, on trouve encore dans le dictionnaire, dans le Larousse, à la définition de noir, le fait que le noir a un cerveau plus petit que le blanc. Il y a cette idéologie raciste qui s'est forgée tout au long du XIXe siècle. Donc c'est quelque chose qui va changer au cours des mois, puisque on l'a vu dans le film, après la guerre, va se créer un nouveau stéréotype qui est celui du tirailleur, hein, qu'on voit encore sur les boîtes de chocolat, Banania, exactement. Mais à l'origine, c'est pas Banania, c'est Poulain qui crée le noir chocolat, qui a cette idée saugrenue d'associer la couleur du chocolat et le noir, et ensuite ça devient le tirailleur. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a l'enjeu de connaissance, et même si ça sera abordé plus tard par les intervenants, malheureusement je serai obligé de partir, c'est l'enjeu de reconnaissance. Et c'est vrai que c'est très important au moment où beaucoup de débats ont lieu autour de l'école, autour de la transmission de notre passé, de rappeler l'héritage de ces tirailleurs dans notre histoire et d'expliquer que c'est une histoire française, tout simplement. Lorsque l'on se promène dans la France, on voit tous ces monuments aux morts. Moi, c'était quand j'étais professeur en lycée, une des visites que je faisais souvent, et je leur montrais que ces monuments aux morts, on en trouve jusqu'à Papeete, jusqu'à Tahiti, on en trouve à Pointe-à-Pitre, on en trouve partout en Martinique. On en trouve même à Dakar, puisque à l'endroit, sur la place de la gare, vous avez ce poilu qui tient la main de ce tirailleur africain. Et donc, dans la multiplicité de ces monuments aux morts, on a la diversité de ces sacrifices français au cours de ces guerres. Et quand même, j'ai envie de dire, cette période coloniale, est-ce qu'on peut vraiment faire l'impasse sur cette période coloniale? Je pourrais peut-être interroger un historien qui doit brûler de répondre. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas faire l'impasse sur cette période coloniale, à plusieurs niveaux d'abord, puisque les colonies ont été conquises avec l'aide, la participation de soldats recrutés sur place, à la fois pour des raisons d'économie. Les soldats coloniaux coûtaient moins cher à équiper, à nourrir, et les soldes étaient inférieurs, et d'autre part pour une meilleure résistance au climat par rapport aux soldats métropolitains. Donc l'armée coloniale a été un des acteurs principaux des conquêtes coloniales,
quels que soient les territoires, et ça commence dès 1830 avec la création de soldats supplétifs algériens qu'on appelait les zouaves, avant que ce corps ne devienne un corps de combattants métropolitains. Alors ensuite, évidemment, il y a la participation de ces soldats à l'ensemble des conflits auxquels la France a participé. On les retrouve en Crimée, par exemple, on les retrouve au Mexique, on les retrouve ensuite pendant la guerre de 1870 contre l'Allemagne. Mais effectivement, le grand moment où cette armée coloniale intervient pour la première fois sur les champs majeurs, c'est pendant la Première Guerre mondiale, où il y a une mobilisation à 3 niveaux, si je puis dire, de l'Afrique. Il y a la mobilisation des soldats d'abord, les tirailleurs, qu'ils soient algériens, sénégalais, mais également, il ne faut pas oublier, les Goumniers du Maroc, les Spahis, etc. Deuxièmement, il y a l'apport en travailleurs de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique du Nord. Donc, je ne sais pas si il a eu à connaître de près ces époques, mais j'aimerais peut-être l'entendre sur ce point. Un petit témoignage. Non, mais moi, je ne parle pas beaucoup. Seulement, je vais démentir quelque chose que j'ai entendu toute l'heure. Il dit que les passions militaires sont gérées. C'est faux. Il y a un combattant, la reste combattant, c'est égal. Mais les passions militaires africains, jusqu'à présent, au sous-chef sénégalais, au sous-chef même Canada, même Israël, même Israël, il le paie 3 fois. C'est faux. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore fait. Il y a un combattant qui est fait. D'accord. En fait, la régularisation n'a pas eu encore lieu. Est-ce que, Fodessila, vous souscrivez à cela en termes la régularisation des pensions n'a pas encore eu lieu, contrairement à ce qu'on a entendu dans le film, c'est ça? Entièrement, d'abord, excusez-moi, mais je suis en train de parler avec François, donc c'est un élément important, c'est que jusqu'à présent, on participe à beaucoup d'initiatives et traditionnellement, c'est vrai qu'il y a soit des spécialistes, soit des historiens qui se réunissent entre eux, soit des politiques. Et c'est vrai qu'on disait que ce qui était super dans cette journée que vous avez quand même réussi à organiser, c'est qu'on avait là des jeunes dans le collège de Montreuil qui étaient là. On a là aussi bien des chercheurs, des historiens, des hommes politiques. Et voilà, et je disais à François que c'était rare dans nos parcours qu'on réussisse à trouver une salle aussi belle. Donc je voulais d'abord féliciter la princesse et tous les organisateurs. Ensuite, pour vous dire que pour moi, c'est pour cela que bon, je n'étais pas très attentif à ce qui était dit juste avant, mais pour en revenir à la question de la pension. D'abord, ce que j'aurais voulu dire d'abord, c'est sur la question, sur le terme même de tirailleur. Parce qu'à la base, le terme tirailleur n'est pas un terme péjoratif. À la base, c'est même un terme qui désigne une certaine garde impériale, française, russe, allemande, et que par contre, la connotation équivaut simplement dire, effectivement, un combattant qui progresse en ordre dispersé, en tirant dans tous les sens. Bon. Alors, jusque-là, ça va. Et là où le terme de tirailleur commence à prendre une connotation méprisante, caricaturale, raciale, voire raciste, c'est effectivement lorsqu'il s'applique aux tirailleurs africains. Bon. Et on voit bien à travers cette démonstration comment, au gré de l'histoire, tout au long notamment du siècle dernier, comment lorsqu'on traitait les Noirs dans la publicité et dans l'imaginaire, au moment où on avait besoin de les recruter, et dans ces moments-là, ils devenaient des gaillards, des gens solides, des gens qu'il fallait approcher, qu'il fallait chercher, et lorsqu'entre les deux guerres, leur image se retransformait en sauvage et caricaturée notamment à travers des Yabon Banania et autres. Et donc, il est évident que ce travail-là, aujourd'hui, que nous menons de mémoire, ce travail autour de ces questions-là, il a effectivement la nécessité d'avoir des réponses concrètes par rapport à ceux qui ont été des victimes. Lorsque des hommes engagent leur intégrité physique, s'engagent, comme tu disais si bien tout à l'heure, autour d'une question qui est, on est prêt à verser notre sang pour un pays, j'estime que la preuve de leur appartenance à la France, ce combat qu'ils ont mené auprès d'autres frères d'armes, où d'ailleurs souvent ils étaient frères dans le sang et dans la récompense, ils ne l'étaient pas. Je pense que là, il y a eu des réponses qui sont apportées à travers cette journée et depuis quelques années que nous menons tous.
Et ça me paraît important de rappeler qu'on ne peut pas poser des débats qui divisent la société lorsque des réponses existent, et notamment les tirailleurs nous en donnent une belle leçon. Merci Frédéric. Alors, je rappelle que c'est précisément l'objectif majeur de cette commémoration, de cette journée du mouvement du Conseil des Mariannes, que de rétablir l'histoire et d'établir la vérité. Hein. Donc, tu l'as très bien dit, je te remercie. On va y venir au fur et à mesure dans cette journée, puisque comme je vous l'ai indiqué, je souhaitais qu'on puisse essayer de conserver un plan qui commence par la définition, qui aille ensuite vers la part de l'Afrique dans la libération, et puis qui termine avec les pensions, les cristallisations, et justement les questions qui nous heurtent par rapport à ça. On a parlé de politique, on a effectivement dans la salle, et parmi les panélistes, un politique, et dans la salle une politique, puisqu'il s'agit de Marie-Georges Paul Angelin, qui est députée et présente. Merci infiniment de votre présence ici. Et quand François devra partir, et visiblement il bouge depuis tout à l'heure, donc je vous invite, si vous voulez, à venir prendre sa suite. Merci. Allez. Et nous avons donc le délégué interministériel à l'égalité des chances, qui, merci infiniment, des Français d'outre-mer. Des Français d'outre-mer. Important. Voilà. Et justement, on est complètement dans la... Voilà. Et j'aimerais effectivement, en qualité de citoyen, mais aussi en qualité de politique, avoir ton sentiment sur la question. Je voudrais juste faire suite, plus tard François, je voudrais juste faire suite à ce que vient de dire mon grand frère Fodé Silla, sur cette notion d'être français. Et on a entendu, et c'est Dogat Dogui qui me le faisait remarquer tout à l'heure, on a entendu à plusieurs reprises dans cet excellent film, cette propagande, enfin un épisode de la propagande parlait de 100 millions de Français. Avec son empire colonial, la France donc avait donc une population de 100 millions d'individus. Et à d'autres moments, sur les événements de 14 juillet ou de 39-45, on a entendu parler de ces tirailleurs sénégalais aux côtés de leurs frères d'armes européens. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a à ce moment-là une distinction entre les uns et les autres. J'ai beaucoup aimé, moi, la dernière image du film. Cet homme fier, avec toutes ses décorations, marchant dans la rue, et on a vu deux personnes se retourner et le regarder. Et cette image-là résume à la fois les situations présentes et les situations passées. Elle permettrait, comme l'a dit très justement Fodé Silla, d'expliquer aux uns aux autres ceux qui se posent des questions sur l'homme africain est-il entré dans l'histoire? Je pense qu'il n'entre pas dans l'histoire que par la guerre, que par le fait qu'il ait défendu la France. Il entre dans l'histoire, il est dans l'histoire parce qu'il l'est, parce qu'il existe, parce qu'il est homme, parce qu'il appartient à cette communauté de l'humanité. Ayant promis à tous ces hommes et à leur population la liberté, l'égalité et, quelque part, la fraternité, même en étant dehors du giron français. Que s'est-il passé? Et c'est vrai que cette histoire-là nous interroge sur notre présent. Et si on n'avance pas avec un rétroviseur, on ne peut pas aussi apporter des solutions face aux discriminations subies par les uns et les autres. Et j'en aurais terminé. Les discriminations subies par les Français noirs, d'origine maghrébine, arabe, asiatique, on ne peut les comprendre si on ne regarde pas cette histoire-là et si on n'analyse pas ces épisodes de l'histoire de notre pays et de l'Afrique également. Merci. Alors, je pense qu'on a fait la part du quoi, donc la définition, je pense qu'à cette heure-ci, elle est bien circonscrite. On va peut-être passer au pourquoi. Et la question est posée par toi, merci. Que s'est-il passé? Et cette question a été adressée aux historiens, donc je me tourne vers un historien, en l'occurrence, Alain Seixuard. Merci. Alors je ne sais pas si je pourrais aussi bien que Daniel Lefebvre, notre historien ici présent, répondre à cette question,
Moi, je voudrais, à la suite de Fodé-Sylla, que je suis particulièrement heureux de retrouver aujourd'hui, et à la suite de ce qu'ont dit plusieurs autres intervenants, souligner l'importance d'une initiative comme celle qui nous réunit aujourd'hui. C'est une initiative qui ne peut que réjouir le membre de la rédaction de la revue Hommes et Migrations, que je suis, et tous les membres de cette revue, qui a publié un dossier spécial intitulé « Soldats de France » en novembre-décembre 2008, un dossier que nous avons présenté d'ailleurs à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, présentation au cours de laquelle nous avons d'ailleurs projeté le film également, le beau film que nous avons vu tout à l'heure. Ça, c'était en 2008. Pour la petite histoire, d'ailleurs, ce numéro, qui s'intitule donc « Soldats de France », qui fait une part importante à la participation des tirailleurs sénégalais, malgaches, notamment à la Deuxième Guerre mondiale, à travers notamment un article du colonel Maurice Rive. Je ne sais pas s'il est présent parmi nous, peut-être pas. Non, il s'est excusé, vous savez, il a 90 ans. Oui, donc, je sais bien qu'il est très âgé, bien sûr. Ça fait 5 ans qu'il nous suit, mais cette année, il n'a pas pu. Voilà, il nous a fait un très bel article dans ce numéro, mais il s'ouvre également, ce numéro, sur le portrait de Lazare Ponticelli, qui fut le dernier poilu encore en vie. Donc il s'est éteint il y a maintenant 3 ans, je crois. Il nous racontait cette histoire, et nous avions fêté peu de temps auparavant son 110e anniversaire à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, entouré de ses enfants, petits-enfants, arrière- et arrière-petits-enfants. Et c'est même la famille Ponticelli, parce que ce petit garçon arrivé à 6-7 ans avec des chaussures trouées en France et qui devait faire la guerre de 14-18 avec son frère d'ailleurs, eh bien après la guerre a construit une entreprise qui a prospéré, et l'entreprise Ponticelli avait cofinancé ce numéro. Je tenais à le dire, Soldats de France. Mais bien avant cela, il y a 20 ans, en 1991, notre revue, Hommes et Migrations, avait déjà publié un numéro qui s'intitulait alors « Aux soldats méconnus, étrangers, immigrés, colonisés, au service de la France ». Et dans notre esprit, nous entendions alors réparer une absence dans la mémoire collective française. C'était le mot de Geneviève Armand-Dreyfus, une historienne qui participait à ce dossier. Et à la suite de ce dossier, qui a été, je dois le dire, assez bien diffusé, ce qui n'est pas tout à fait le cas du dernier. Vous pourrez trouver à l'entrée des dépliants présentant ce numéro, puisqu'ici nous ne pouvons pas vendre des numéros, des livres. Hein. Il y a 20 ans, il s'était bien diffusé. À la suite de ce dossier, plusieurs initiatives avaient été prises, plusieurs publications, en particulier en direction du milieu scolaire, du CNDP, du Centre national de documentation pédagogique, un dossier extrêmement intéressant où il est question notamment d'Adiba. Tout à l'heure, nous avons été accueillis par une chanson sur Adiba, ce soldat d'origine guinéenne qui a sa rue dans la ville de Langeais, en Indre-et-Loire, où il a vécu. Adiba, un héros de la résistance dans les Vosges. Et d'autres initiatives ont eu lieu, comme celle qui s'est intitulée « Composition française », qui était sous-titrée « Les apports étrangers dans le patrimoine français ». Je l'ai dit parce que, aujourd'hui, contrairement à ce que nous disions il y a 20 ans, on ne peut plus parler d'occultation de ce qui s'est fait pendant cette période, de la part prise par les tirailleurs sénégalais au combat pour la libération de la France, etc. Excusez-moi, on ne peut plus parler je d'occultation. reste un tout petit peu sur ma faim quant à ma question, néanmoins. Que s'est-il passé? Non, j'entends bien. Moi, je vous dis, j'ai commencé par dire que je pense que c'est une question qui s'adresse surtout à l'historien. Hein, j'ai commencé par répondre à ça. Donc moi, je veux vous dire qu'il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises, qui concernent aussi, et j'en suis très heureux aujourd'hui encore, des élèves de collège, de lycée, d'écoles élémentaires, dans le 20e arrondissement. Georges Paul-Angevin connaît bien cet arrondissement. Il y a des écoles et des collèges qui ont réalisé de très beaux travaux
sur la participation des étrangers à la résistance, avec des sculptures, avec des peintures, avec des textes. Chaque année, d'ailleurs, dans le 20e arrondissement, on honore la mémoire du groupe Manouchian, parce que nous avons la rue du groupe Manouchian dans le 20e arrondissement, et la municipalité de toujours participe à cette... depuis l'initiative qui a été prise il y a une dizaine d'années, participe chaque année à cela. Donc je veux le dire parce que ce sont des écoles voisines du collège Paul-Éluard de Montreuil, dans le 20e arrondissement, qui ont fait ce travail, qui ont abouti, on l'ignore encore quelquefois ici, à l'érection, ça s'appelle comme ça, d'une sculpture monumentale à Besançon, en hommage aux étrangers et aux troupes coloniales dans les deux guerres, qui avait été inaugurée en 1993, en septembre 1993, par le président François Mitterrand, et depuis chaque année, à Besançon, notamment autour du musée de la Résistance, un certain nombre d'initiatives également sont prises. Voilà, je voulais simplement dire qu'il y a du chemin qui a été parcouru. On ne peut plus parler d'occultation, mais évidemment, nous devons continuer à honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour la France. Tout à fait, merci. Avant l'intervention de Daniel Lefebvre, je te demande effectivement... Très rapidement, parce que c'est vrai, quand on parle comme ça, par moments, on connaît aussi des anachronismes. Et donc, c'est vrai que, bon, alors, je suis passé de cette période-là et j'ai parlé d'actualité, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui nous choquent, mais en même temps, prenons garde lorsqu'on aborde ces questions-là, notamment ceux du tirailleur, à bien mesurer toutes les facettes, parce que moi j'ai aussi une formation d'historien, donc si je mets un peu de côté ma casquette militante, force est de reconnaître que par exemple, la façon dont les tirailleurs ont été traités pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas exactement de la même nature. Bon, et qu'effectivement, il y a une adhésion aussi d'une partie des Africains, au-delà des tirailleurs, contre, par exemple, la bataille contre l'idéologie nazie, pour les libertés, d'adhésion aux valeurs républicaines, illustrées par Félix Éboué, qui d'ailleurs, un des premiers, gouverneur quand même de l'AOF, appelle à rejoindre ce général alors inconnu à Londres, hein, parce que c'était vraiment un général inconnu, et le premier qui appelle à rejoindre De Gaulle. Bon. Alors effectivement, si on ne prend pas toutes ces dimensions-là, on risque de faire des anachronismes. De la même façon, je disais tout à l'heure, par exemple, l'image Balagna. Vous comprenez bien, alors avant c'était, je crois, une belle antillaise qui représentait Balagna. Il a été remplacé après par cet Africain, bon, un peu niais, un peu béné, mais l'image était forcément bonne au début, parce qu'on ne peut pas avoir de toutes les façons du chocolat à des enfants si l'image est répulsive. Ce n'est qu'après qu'effectivement, en 1939, sous la poussée des nationalistes, etc., que ça commence à prendre autre chose. Et enfin, je crois savoir, mais j'aimerais passer la parole à Daniel là-dessus, puisqu'on parle aussi d'histoire dans ton intervention qui était très bien. Je pense que juste, il faudrait nous aider, parce que moi-même, par moments, je fais des confusions. Je pense, mais Daniel Lefebvre va nous en parler, mais je pense que souvent, on pense que c'est la conférence de Berlin qui a commencé le partage, mais je pense qu'en réalité, c'est au départ de Bismarck que ça s'est fait. Voilà. Mais non. Bon, et que ça va jusqu'à Fachoda. Mais donc, c'est une période un peu compliquée, mais je pense que c'est bien qu'on nous le retrace. Elle commence parce que même moi, souvent, je dis, bon, c'était là à Berlin, or c'était quand même... Ah non, mais elle commence plus tôt. Elle commence plus tôt, voilà. Bah, sinon, elle continue jusqu'à Fachoda. Et enfin, toujours dans ces anachronismes, je terminerai par une chose, je pense que si ces tirailleurs étaient des hommes soumis, traités par moments, d'ailleurs dans le film ils disent Chiracanon ou pas Chiracanon, bon, des choses un peu caricaturales, on est obligé de reconnaître qu'en même temps, ça a aussi libéré une partie de ces hommes-là, parce que quand on se bat pour la liberté, et quand on se bat contre des formes d'obscurantisme et de nazisme, forcément on se bat aussi pour sa liberté. Toute la question étant de savoir si c'était voulu ou subi. C'est les deux. C'est les deux. La France opprime et libère. Et il faut bien comprendre, on parlait de la mentalité de ces combattants. Il faut bien comprendre que l'armée instaurait un ordre beaucoup plus égalitaire à l'égard de ces soldats coloniaux que la situation qu'ils connaissaient dans les propres territoires. Je sors un petit peu, je suis plus spécialiste de l'Afrique du Nord, de l'Algérie en particulier, que de l'Afrique noire. Évidemment, de ce point de vue, Marc Michel ou
ou d'autres sont plus qualifiés que moi. Mais j'ai été frappé en lisant une enquête qui est diligentée par le gouverneur général de l'Algérie en 1919 pour savoir quel est l'état d'esprit des Algériens qui sont allés en France, soit pour travailler, soit comme combattants. Et les administrateurs, donc les fonctionnaires des communes mixtes, envoient des dizaines de rapports pour expliquer cette mentalité. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent premièrement que ces soldats ou ces travailleurs sont revenus en Algérie avec le sentiment qu'ils avaient croisé d'autres Français que ceux qu'ils croisaient en Algérie même. Ils avaient été traités avec un sentiment d'égalité et de respect. Ils soulignaient par exemple qu'on les vouvoyait, alors qu'en Algérie, le tutoiement était pratiquement de règle. Les soldats ont été également surpris, heureusement agréablement, par le fait qu'il y avait une égalité dans les combats, dans les blessures, dans les soins. Par exemple, des hôpitaux ont été créés et le personnel soignant a manifesté la même qualité de soins pour les poilus d'Afrique que pour les poilus d'Auvergne. Donc il y avait ce sentiment, au fond, d'une France qui n'est pas exactement la même quand elle est en métropole que quand elle est dans les colonies. La deuxième remarque, c'est que ces soldats ou ces travailleurs ont côtoyé en France des ouvriers, des paysans, qui avaient une culture politique républicaine. Et cette culture politique républicaine, et dans les usines c'était le syndicalisme, la CGT qui a continué d'exister, c'était les socialistes également, ou d'autres organisations, eh bien, au fond, ce côtoiement avec le mouvement ouvrier ou républicain a eu des effets aussi extrêmement formateurs. Et c'est ainsi que les mêmes administrateurs qui disent, au fond, ils sont revenus heureux, en tout cas satisfaits de la France qu'ils ont connue en métropole, ils sont revenus aussi avec une conscience politique. La France, la guerre de 14 a accéléré la prise de conscience politique de la sujétion que ces populations vivaient dans leur colonie. Et ce n'est pas par hasard si, au fond, tous les grands mouvements